Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de Presque Qualité. Et comme toujours, une investigation de Presque Qualité. Ker a préparé un petit dossier sur la plateforme Disney+. On va en parler. Ça fait maintenant quelques mois, années. En tout cas, qu'elle est là et du coup, on va vous en parler. Pour ceux qui ne savent pas sur la chaîne, on s'amuse un petit peu en ce moment à faire un petit bilan de chacune des plateformes et de ce qu'elles ont donné au cours du temps. Et du coup, on va attaquer directement avec Disney+. Voilà, précédente vidéo, on avait commencé par Prime Video, vous pouvez le regarder. Il y a également une vidéo sur Apple TV+. Là, on passe donc à Disney+, qui a eu une sortie un peu compliquée en France, qui est confrontée à différents problèmes, notamment la chronologie des médias, qui ne l'aide pas. L'apparition, il y a peu de temps, d'une nouvelle grille tarifaire, qui fait que le prix a augmenté un petit peu. Et aussi, surtout, le contenu a été, on va dire, de manière conséquente renforcé avec l'arrivée de ce qu'ils appellent Star. On avait fait d'ailleurs une vidéo spécifiquement sur Star pour en parler. Star, c'est quoi? C'est une partie du contenu de la Fox. Et d'un contenu, on va dire, un peu plus adulte, par exemple. Donc, dans le catalogue de la Fox, on retrouve Alien, Predator, etc., etc. Et on a, par exemple, une série Alien qui est en développement et qui sera sur Disney+. Mais si vous avez Disney+ pour vos enfants, par exemple, ils ne peuvent pas y avoir accès, puisque vous pouvez mettre un mot de passe pour accéder à Star. Donc voilà, et ce qui a permis également à Disney de développer des contenus un peu plus matures, un peu plus adultes, y compris du côté de Disney directement. Donc voilà, alors Disney Plus, on connaît Disney Plus pour les séries Marvel et les séries Star Wars, les séries Marvel qui ont commencé avec WandaVision, retardé bien sûr à cause du Covid, qui a fait beaucoup parler. WandaVision, bien sûr, on a eu Loki qui nous a marqué aussi. Du côté de Star Wars, nous n'oublierons pas de citer la série qui a été vraiment la série cœur de lancement de Disney Plus aux États-Unis, qui était The Mandalorian. Aussi en France, mais 6 mois plus tard. Alors là, forcément, ça sentait un peu le réchauffer, malheureusement, avec le téléchargement illégal, mais Mandalorian qui avait eu aussi une diffusion hebdomadaire, ce qui était très étonnant en France. Et puis on a eu en Star Wars Boba Fett ou The Bad Batch. Et puis on a eu des films, notamment certains Pixar. Alors, le dernier Alerte Rouge a fait la sortie directe sur Disney+, a fait polémique. Raya et le Dernier Dragon également, les exploitants de salles n'étaient pas contents. Voilà un petit peu pour le contenu de Disney+. Alors rajoutons par exemple quelques productions françaises. Ils ont récupéré la série française avec Audrey Fleurot, dont j'ai oublié le nom, qui est un immense carton en diffusion sur TF1 avec 12 millions de téléspectateurs en moyenne. Au potentiel, là, HP, je sais plus, tu m'aideras Greg quand tu veux m'aider. HPI, voilà, merci Greg. Donc voilà, il y a la Reine des Neiges 2, etc., etc. Il y a des arguments. Est-ce que ça suffit pour nous satisfaire? Est-ce qu'on est comblé par Disney+? Est-ce que on est partagé? On va vous dire ça tout de suite. Mon cher Greg, ton avis sur Disney+, là comme ça, t'es abonné, qu'est-ce que t'en penses? Tu regrettes l'abonnement? T'es satisfait? Tu regardes souvent? Dis-nous tout. Eh bien, Disney+, oui, je suis abonné évidemment puisque je suis jeune papa, mais ce n'est pas que la seule excuse évidemment, puisque en tant que fan Marvel et Star Wars, c'est un petit peu la plateforme pour moi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder de ces deux côtés, de ces deux raisons-là. C'est-à-dire que si on regarde du côté enfance, en fait, au début, sans réfléchir, je me suis dit, je vais pouvoir montrer à mon fils ce que moi, ce qui m'avait plu, ce qui m'avait marqué quand j'étais enfant. Et en fait, donc, mon fils est assez jeune, il a 3 ans et demi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en tant que parent, assez vite, quand on montre des films ou des vidéos, des simples vidéos, puisqu'il n'a pas le droit de regarder un film en intégralité encore, l'enjeu, c'est de lui montrer des choses qui ne vont pas le marquer trop quand il est enfant, et donc de moi-même, en tant que parent, savoir jauger
qu'est-ce que je peux lui montrer, qu'est-ce que je ne peux pas lui montrer. Et le problème, c'est que je ne vais pas regarder tous les films d'animation, tous les courts-métrages, les dessins animés d'animation avant lui pour pouvoir lui montrer. Ce serait incroyable. Et donc, naturellement, il y a une mécanique de repli où je vais lui montrer ce que je connais déjà. Et donc, par exemple, je sais que les Aristochats, pour un jeune enfant, il n'y a pas de moments qui vont être particulièrement marquants. Et en ça, Disney est un choix de facilité. Peut-être qu'il y a des contenus qui sont exceptionnels sur Netflix pour les jeunes enfants, autres que les classiques Pat' Patrouille et Ricky Zoom, etc., etc. Mais très concrètement, c'est Disney et pour moi, dans mon foyer, le premier pourvoyeur de contenu jeunesse pour cette raison-là. Il y a l'autre raison, c'est qu'en fait, il y a des contenus de toutes les tailles en fait, du côté enfance chez Disney. Il y a tout simplement les contenus, les films que vous pouvez voir, mais dans les contenus de 8 minutes, en fait, il y a l'intégralité, je ne sais pas s'il y a l'intégralité, mais il y a énormément des dessins animés qui ont été faits dans les années 40, 50, 60, etc., de l'histoire de Mickey, Donald et de tous ces personnages, qui sont souvent des choses qui sont, pour le coup, que je connais, que ma femme connaît, et donc du coup, on peut montrer à notre enfant sans trop de soucis. L'animation de ces films des premiers Mickey reste incroyable. Et en fait, c'est ce trésor de guerre, à lui tout seul, justifierait potentiellement un abonnement à cette plateforme. Mais je pense que quand vous avez cliqué sur cette vidéo, c'était pas forcément pour parler de contenu enfance. Et donc, si on va maintenant sur le contenu Star Wars et Disney, là, je pense qu'il y a beaucoup plus de questions qui se posent. Parce qu'en fait, je suis allé sur Disney Plus en me disant, je vais du côté Star Wars et Disney. Sauf qu'au final, Star Wars et Disney, ce qui est proposé, à l'exception des séries Disney+, c'est que des choses que j'ai déjà en Blu-ray alors en DVD pour certains et en Blu-ray pour d'autres, et pour certains les deux. Mais du coup, les Star Wars, je les ai déjà tous. Les Marvel, je les ai aussi en Blu-ray. Je les ai notamment en Blu-ray parce que j'aimais bien les regarder, c'est moins le cas maintenant, mais j'aimais bien les regarder en 3D. Et c'est pas possible sur la plateforme, à ma connaissance. Et donc, au final, ça fait complètement doublon. Et c'est vrai que sur ce contenu premium, les séries Marvel et les séries Disney, c'est vraiment un dent de scie qui est incroyable. Si on pouvait se désabonner, réabonner tous les mois, je pense que c'est typiquement la plateforme hors contenu jeunesse où je serais le plus en train de me désabonner, réabonner en prenant 2 semaines de Disney Plus tous les 3 mois. Parce qu'à l'heure actuelle, les contenus qui sont proposés, si on regarde une année, ne justifient pas un abonnement. WandaVision, c'est très sympa. Est-ce que ça justifie un abonnement? J'en suis pas sûr. Loki, pour moi, a justifié complètement son abonnement. Moon Knight, c'est une série qui a l'épisode 3, qui est le moment où on enregistre là maintenant, est une série qui est extrêmement décevante. Et j'espère ne justifie surtout pas un abonnement. Hawkeye, c'est pareil. Donc on est sur un truc qui est un peu en dents de scie. Alors après, du côté Star Wars, il y a Mandalorian qui justifie plus que certainement un abonnement. Mais encore une fois, on a combien de Mandalorian au regard d'une année? Donc on a combien d'épisodes de Mandalorian au regard d'une année? Donc c'est une plateforme qui est assez particulière, qui est exactement ce qu'elle promet. Disney+, c'est le trésor de guerre de tout ce qu'est Disney. Et quand vous êtes fan de ces licences, ben vous vous abonnez parce qu'il y a toujours une petite raison de rester. Mais est-ce que c'est une plateforme où on y va, on se dit je suis trop content de payer cet abonnement, il va y avoir plein de nouveaux contenus, comme peuvent l'être en ce moment d'autres des plateformes? Je suis moins sûr. Après, il y a des efforts qui sont faits à d'autres endroits par rapport à d'autres plateformes. On peut voir Netflix fait une énorme promotion sur le fait qu'il y a un abonnement 4K, le 4K, etc. Dans les faits, il n'y a que certains films et certaines séries officielles Netflix qui sont les productions Netflix qui sont en 4K. Tous les autres films, vous les aurez que en HD. C'est jamais dit, mais quand vous allez fouiller un peu dans la documentation et quand vous le regardez ou que vous le comparez avec le Blu-ray, Netflix est en très grande majorité en HD et pas en 4K. Là où pour le coup en Disney, les œuvres, les grands films, etc., Disney et Marvel, Star Wars, etc., sont en 4K. Et du coup, il y a ce côté, je ne vais pas m'embêter à remettre dans ma PlayStation le Blu-ray pour regarder
telle ou telle œuvre, je vais pouvoir le regarder. Donc il y a cet argument de facilité, fainéantise, et de facilité. Alors évidemment, des puristes diront que à l'heure actuelle, le Blu-ray reste de meilleure qualité que le streaming de Disney, ce qui est totalement vrai. Mais c'est vrai que pour lire un film, on ne sait pas lequel, etc., ça reste simple. Et maintenant, une fois qu'on a terminé avec ce que je vous ai dit, le truc, c'est que et les autres contenus. Parce que c'est vrai, Kerr a commencé en disant et il y a Star, et en plus il y a National Geographic, etc. Et alors là, pour l'instant, je trouve que j'ai pas trouvé j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé du tout qui a fait la surprise. J'ai rien trouvé. Enfin. Et même j'ai trouvé des éléments un peu étranges. C'est une plateforme que je regarde dans un contexte familial et il y avait la vidéo qui était, et peut-être la série dont j'ai eu l'impression qu'elle était le plus poussée partout, qui était Tommy et Pamela là, qui est une série qui est dont je crois que l'histoire n'est basée que sur une sextape, qui s'invite dans la plateforme qui est faite plus que pour ça, regarder pour les enfants. Non mais je sais pas de quoi parle la série, mais Tommy et Pamela. De Pamela Anderson et de Tommy Lee. Parce qu'il y a une sextape, point barre. Oui. Et le truc, c'est que. Donc c'est assez étrange d'aller faire ce type de contenu comme celle. Donc je suis parisien. Le métro était placardé partout de ça. Enfin, plus que toutes les séries que Moon Knight, par exemple. Enfin, du coup, le reste de Disney+, je le comprends pas. Et si il n'y avait pas ça, si c'était une autre plateforme à cliquer, etc., jamais de la vie j'irais. Enfin, donc vraiment, pour moi, le reste de Disney+, c'est c'est vraiment un contenu poubelle total. J'espère qu'il y aura quelque chose qui... Enfin, je serais très content d'avoir des belles surprises. Mais pour l'instant, je ne m'y aventure même pas plus que quelques instants. On est d'accord que tu parles de création originale, là. Oui, pas du catalogue en entier. Non, pas du catalogue. Voilà, donc, heureusement que c'est moins cher que les autres. Si je résume. Et toi, mon cher Kerr? Moi, l'autre jour, j'ai fait un tweet où je disais, c'était en allumant Disney Plus pour regarder Moon Knight. Je me suis dit, c'est vraiment la plateforme que j'allume et à chaque fois je me dis, mais pourquoi je suis abonné à ce truc? Et ça le fait sur aucune autre plateforme. Tu vois où c'est? J'allume, j'ai toujours envie de découvrir ce qu'il y a, Apple TV Plus aussi, Prime, Netflix, il n'y a aucun problème. Là, tu vois, Crunchyroll, je me suis abonné, je suis super content d'aller fouiller dans les trucs, etc. etc. Et Disney+, j'avais toujours cette sensation de déception. Et en fait, c'est faussé. C'est faussé pourquoi? Parce que tu as raison, je ne vais pas revenir dessus. Pour nos enfants, c'est génial. Mais pour nous, adultes, si je regarde les créations originales, je vais te rejoindre sur le fait que, par exemple, Marvel, c'est Loki, WandaVision, vraiment original, ça sort du lot, ok, pas de souci. Falcon and the Winter Soldier, ça, globalement, ça nous a plu, même s'il y a eu des moments assez creux. What If, pour moi, est une immense déception. Moon Knight, pour l'instant, est une immense déception. Hawkeye, globalement, m'a déçu. Star Wars, t'as Mandalorian, bon, on n'a pas besoin de préciser qu'on adore. Et Boba Fett, s'il n'y avait pas eu les épisodes de Mandalorian, on n'en tirait rien. Bad Batch, c'est cool, Clone Wars, c'est très bien, etc., etc. Donc tu vois, c'est partagé. Mais à côté de ça, ils ont fait des trucs que j'ai... Par exemple, ils retravaillent, tu vois, sur la licence L'Âge de Glace, parce qu'ils veulent se la réapproprier. C'était à la Fox, ils la récupèrent. Ils ont fait le truc avec Buck, là, les aventures de Buck. Mais c'est une merde. Enfin, je suis désolé de parler crûment comme ça. Mais c'est... Déjà, le dernier film, L'Âge de Glace, était pas bon. Mais alors là, c'est pire que tout. Ce n'est jamais drôle, jamais original, jamais intelligent. Enfin, voilà. Et le studio Blue Sky, qui a donc dit adieu à L'Âge de Glace, puisqu'ils ont été rachetés et incorporés dans les studios de Disney Animation, ont fait les adieux en court-métrage de Scrat et il mange sa noisette, enfin son gland. Tu vois, tu te dis, ok, la page est tournée, mais t'en attends plus rien de bien de tout ça. Et dans les créations originales, tu vois, c'est un petit peu ça. Moi, le dernier Pixar, Alerte Rouge, j'ai été hyper déçu. Hyper déçu. Alors que
Lucas m'avait plutôt séduit. Je trouve que bon, Soul, je l'ai pas encore vu. C'est d'ailleurs étonnant, c'est le seul Pixar que j'ai pas vu. Mais en fait, tu vois, je me disais, bon, les créations originales, c'est vraiment pas terrible. Ils abusent. Sauf qu'en fait, si tu fouilles un petit peu, parce que du coup, j'ai fouillé. Tu vois, je me suis dit, oui, bon, j'ai descendu la plateforme. Et j'ai descendu la plateforme parce qu'ils étaient en train de me spammer les Kardashians à n'en plus finir, j'en pouvais plus. Mais Tom et Pam, alors je l'ai pas regardé la série, euh, mais Lily James, qui est une excellente actrice, est métamorphosée pour jouer Pamela Anderson. Apparemment, elle est très bien. Sébastien Stan, le soldat d'hiver qui joue Tommy, Tommy Lee, apparemment est très bien aussi. Alors il y en a qui disent que la série est très bonne, d'autres qui disent qu'elle est un peu moins bien. Mais dans les créations originales, on ne peut que souligner que le fait que Dopsic a quand même eu des bonnes critiques. Et il y en a d'autres, tu vois, des petits trucs qui sont passés comme ça, pas inaperçus, mais qui auraient pu. Tu vois, il y a eu la série Only Murders in the Building avec Selena Gomez, Steve Martin. J'en ai entendu beaucoup de bien. The Great North, c'est un dessin animé pour adultes. Pareil, j'en entends beaucoup de bien. Et j'ai commencé, c'est vrai que c'est réussi. Et là, on m'a fait découvrir, et je salue Fred, les courts-métrages avec Olaf. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, dans La Reine des Neiges 2, Olaf, Ouais, il raconte l'histoire de La Reine des Neiges. ouais, ouais, Et ben les Olaf présentent, c'est Olaf qui présente des grands classiques Disney. Mais ouais. c'est super drôle. C'est déjà un super drôle, et ensuite c'est plutôt destiné aux adultes parce qu'il y a quand même une critique on va dire des grands classiques Disney qui est étonnante. Donc au final, je saurais pas dire. Le problème, est-ce que c'est moi qui n'ai pas creusé, Disney qui arrive pas à me séduire avec ce qu'il me propose en nouveauté? Parce que là, tu vois, tu parlais, puis j'ai regardé la liste des films. Et en fait, pour être très honnête, on a préparé une vidéo où c'est nos films préférés sur Netflix, sur Prime, etc., etc. Et cetera. Et j'avais pas encore préparé les films que je préfère sur Disney+. Mais en fait, il y a plein de films qui sont complètement ouf sur cette plateforme. 500 jours ensemble, moi, j'adore ce film. La ligne rouge de Terrence Malick, bah, c'est un chef-d'œuvre. Il y a les aliens. Enfin, tu vois, il y a quand même il y a du contenu en dehors de Marvel, de Star Wars, de Disney. Ils ont récupéré le catalogue de la Fox. C'est quand même plutôt bien. Il y a du coup quand même beaucoup de films. Il y a des films qui sont étonnants de voir là. Ils essayent de faire des reportages musicaux. Alors là, il y en a un sur Olivia Rodrigo. Ils ont fait un truc sur Cousteau. Il y a, tu l'as dit, Nature Géographique, là, qui est. Bon, qui propose quelques trucs. Alors pour l'instant, c'est limité. Mais enfin, c'est une plateforme qui est bizarre. Parce que avec l'arrivée de Stars, il y a en effet plein de contenus de très grande qualité qui a débarqué sur la plateforme mais en scred. Donc du coup, bah tu le sais pas. Enfin, moi je le découvre, hein. Honnêtement, je suis sidéré quoi. Il y a des trucs, il y a Tombeau ouvert par exemple de Scorsese. T'as Broken Arrow, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure là, le truc avec Nicolas Cage, Les ailes de l'enfer. T'as Cocktail avec Top Gun, t'as Cocoon. Enfin, il y a plein de trucs en fait. Il y a vraiment plein de trucs. Donc il y a Cartel avec Fassbender, Penelope Cruz et tout. Enfin, tu vois, il y a des vrais films, il y a des films qui sont pour adultes, un énorme contenu pour enfants. Euh, donc voilà. Mais il y a eu quelques éléments, tu vois, qui m'ont vraiment freiné vis-à-vis de Disney. Le fait qu'ils aient retouché, par exemple, Falcon and the Winter Soldier en douce pour purger des scènes de sang. Bon, les gens ont gueulé et ils ont dit ah mais c'est un bug. Bon, un bug qui nettoie comme ça le sang, mais c'est incroyable ce bug, c'est fou. Bon bref, ils ont corrigé le truc. Moi j'espère qu'il n'y aura pas trop de censure. C'est vrai que tu ne peux que être inquiet par certaines infos qui ont fuité sur la censure qu'a dénoncé Pixar, le fait qu'ils développent des franchises que t'as pas forcément envie de voir taguer Disney dessus. Par exemple, Alien, bien évidemment, avec la série, qui retravaille sur la planète des singes. Bon, on verra, mais j'ai été très négatif
Et au final, là maintenant que je regarde le contenu, que j'ai regardé des courts-métrages, notamment les courts-métrages de Pixar qui sont là, c'est vrai que pour nos enfants, c'est indéniable que il y a des perles partout, tu vois. Mais pour nous, toi, moi, c'est plus limité. Le gros problème, on va dire, c'est par rapport à un Prime ou à un Netflix, c'est que, alors, ils ont du contenu pour adultes, ok, mais il y en a moins. Il y en a moins, et donc tu fais moins le tri, et t'es moins séduit. Tu vois, toi, par exemple, ça t'a pas du tout parlé, Pam et Tommy. Moi, moi non plus, je l'ai pas regardé. Après, il y en a qui ont sauté dessus. Dopsic, il y en a qui ont sauté dessus. Donc, il y en a. Mais le problème, c'est que Je, Netflix, ils te sortent une série d'équivalent tout chaque semaine. Prime, ils en sont pas loin. alors, je Donc sais, là, pour juste l'instant, pour dire un mot ça de joue ses Dopsic, petits bras, quoi. je sais qu'à la maison, ma compagne n'arrête pas de dire que Dopsic, c'est la série de l'année, tout court. Bon, après, c'est la vie est toujours de chacun. Mais c'est vrai qu'il y a un effet étrange dans la communication de Disney, où on a l'impression qu'ils ont sorti les séries Marvel et Pam et Tommy. Et c'est tout. Et Alerte Alors Rouge, que quoi. Alerte Rouge, ils le spam. Kardashian aussi. Les Kardashians, c'est pas possible, quoi. bah, je Moi, le vois j'en dans le peux plus, les carrousel de Kardashians. la plateforme, mais je le vois pas dans la publicité autour, tu vois. Ah, moi, j'en ai vu, hein, Bon, malheureusement. après, le truc, c'est que ma première plateforme, c'est YouTube, et que je ne vois plus la pub depuis que je suis passé YouTube Premium. Mais Tu donnes pas de la fondamentalement, thune à Cult Click en regardant les pubs avant nos vidéos? bah, si j'en donne plus à Cult Click, puisque en fait, comme je suis Premium, c'est un pourcentage de mon abonnement qui est reversé à tous les créateurs que je regarde. Eh bah donc, tous... Ah bah non, je peux pas dire à tout le monde prenez une YouTube Premium. Non mais enfin pour revenir sur cette plateforme, c'est vraiment une plateforme qui est très intrigante. Après, le truc c'est qu'elle est là où elle est différente de toutes les autres, et c'est aussi pour ça qu'ils peuvent se permettre d'avoir un abonnement qui est aussi peu cher. C'est enfin par rapport aux autres, c'est cette notion que en fait Disney c'est un écosystème. Faut presque voir Disney comme on voit Apple, c'est-à-dire qu'en gros ils essayent de te vendre leur téléphone ou leur Mac et après petit à petit tu vas partout. Disney, c'est pas grave qu'ils te vendent un peu moins cher Disney Plus, parce qu'en fait ce qu'ils veulent c'est que tu achètes les jouets Mickey, que tu achètes les jouets Lego Mickey, que tu ailles ensuite à Disneyland dépenser ton argent pour voir le campus Avengers, que le papa aille racheter tel ou tel goodies sur Star Wars. En fait, le truc, c'est que euh, ils sont comme ça, c'est l'ADN de Disney. Je lisais un article qui montrait que depuis déjà les années 50 ou un truc comme ça, c'était déjà dans les plans de création de contenu que d'avoir même depuis les années 30 que certains créateurs de contenu avaient tendance à faire ce qu'ils appelaient du multiversé, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté ton œuvre et que tu voulais faire des goodies et que tu voulais avoir un personnage en film qui était dans un comics, etc., dans un comic strip. Et au final, Disney, c'est peut-être eux qui le représentent le mieux. C'est-à-dire qu'il y a Marvel, bon, qui est forcément par ADN dans les comics, mais qui est dans les livres. J'achetais des livres, c'est 5 minutes pour dormir pour les enfants, et il y avait une version avec Star Wars, où il y avait des combats entre des Sith et des Jedi, que je trouvais que ça fait complètement super peur à des enfants, mais fait est que c'était présent, et ça prenait une grosse partie du rayon. Pas les Jedi et les Sith, mais la partie Disney par rapport au rayon. En fait, il y a, tu sais, ça fait des années qu'ils avaient des chaînes de télé, Disney, Disney Junior ou Disney Kids, je sais plus comment ça s'appelait, Disney Channel, et qui étaient en permanence avec une production de séries à destination enfants, ados, etc. Et pareil, tout ça s'était fait dans un état d'esprit pour amener les gens à Disneyland. En fait, il y a une mécanique financière qui est très différente, et ils sont plus dans une défense de l'amour des œuvres Disney, et de dire bon, t'inquiète pas, Raya c'était nul ou ça t'a pas plu, c'est pas grave, mais Aladdin c'était bien quand même, Aladdin c'était chouette.
Et en fait, ils continuent de travailler les personnes sur ça. Mais c'est vrai qu'ils sont, je trouve, pas très bons dans la communication sur ce qu'ils savent faire avant. Enfin, sur ce qu'ils savent faire à côté d'Opsic. C'est vraiment, je trouve que c'est presque sur la base du volontariat individuel que les gens communiquent sur Dopsic, quoi. C'est vraiment une plateforme qui a une économie qui est très différente. Et là encore, on en parle en France, mais si on le regarde aux États-Unis, il y a ESPN, donc c'est comme si vous aviez Bein qui était offert dans votre abonnement avec Disney+. Donc ESPN étant l'équivalent de Bein, ou Bein étant l'équivalent d'ESPN. C'est une plateforme qui effectivement est très étrange, très parce que tous ces amalgames financiers. Et ils ont des reins très très solides. Je regardais, sur les dernières années, Netflix n'a fait que augmenter sa dette. Alors, je regardais les résultats jusqu'à 2019, je crois. Et en fait, ils sont passés de quelques millions d'endettement Netflix à 6,5 milliards, je crois, de dettes en 2018. Et au même moment, Disney est déjà à 17 milliards de dettes. C'est-à-dire que eux, ils sont dans un univers qui n'a aucun rapport par rapport à la logique de j'emprunte, je m'endette pour aller créer des nouvelles licences, des nouvelles œuvres, acheter des énormes boîtes, etc. Enfin, c'est un mastodonte total, quoi. Ils sont tellement gros qu'ils ne peuvent même plus échouer. C'est-à-dire que s'ils ont 5 années de disette totale, le pire qui peut arriver, c'est que quelqu'un les rachète pour remettre du cash dedans, quoi. C'est un animal qui est complètement à part dans l'univers des plateformes. Et effectivement, cette place qu'ils sont allés chercher de deuxième plateforme, de deuxième ou troisième plateforme, pour l'instant, je trouve qu'ils ont bien réussi à avoir cette place. Et peut-être qu'après, avec le temps, ils vont grandir. Après, il y a peut-être des raisons technologiques aussi à ça. Donc là, il faut se baser un petit peu sur le passé. Et en fait, Disney, quand ils se sont mis dans la SVOD, donc dans le streaming, plus tard que les autres. Netflix était déjà présent, Amazon Prime était déjà présent, il y avait sur le marché américain déjà Hulu. Et en fait, il y a un moment, il y a Bob Iger qui a pris la décision de... J'ai un doute sur le président, mais je crois que c'est Bob Iger, qui a pris la décision de partir sur la SVOD et de partir très vite. Et du coup, ils ont acheté la société qui s'occupait notamment de la diffusion de la ligue de baseball, qui est donc forcément aux États-Unis énorme, et donc un diffuseur technologique énorme. Et d'un seul coup, ça leur a permis presque du soir au lendemain d'être prêts aux États-Unis, mais pas du tout d'être prêts dans le reste du monde. D'où le fait qu'il y a eu un tel décalage avec le reste des endroits. Et encore, jusqu'à il y a très peu de temps, alors je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais d'après mes recherches, jusqu'à il y a 1 an, en fait, ils n'avaient toujours pas de data center pour diffuser les films et séries en France. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des data centers européens et push les informations dans tous les pays. Et quand je dis ils avaient des data centers, j'utilise un mauvais terme, ils louaient des data centers. C'est-à-dire qu'en fait, l'infrastructure de la plateforme Disney+ n'est pas prête par rapport aux ambitions de concurrence qu'a Disney+ avec ses concurrents. Pour vous donner une idée, donc Disney, ils en sont au point de louer au niveau européen parce qu'ils n'ont même pas loué dans les différents pays ce qu'il faut en quantité de data centers. Là où Netflix a des data centers directement intégrés avec Free, avec un système qui s'appelle OpenConnect, qui est connecté à Free, qui est connecté à Orange, etc., etc., pour qu'il y ait moins de problèmes de flux bloquants. Et donc, en gros, si demain, ils ont la série incroyable, en fait, ils vont avoir des coûts de transmission qui seront beaucoup plus forts que Netflix. Et donc, je ne sais même pas à quel moment ils se sont pas dit ok, on continue l'infrastructure partout dans le monde et on tape très très fort dans 2 ans. Ce qui est presque coïnciderait avec les sorties de toutes ces séries Star Wars et des futures annonces de séries Marvel. Donc voilà, une plateforme qui est très étonnante, beaucoup plus jeune que les autres, mais avec une société beaucoup plus vieille que les autres, et c'est ce qui en fait sa particularité. Eh ben merci mon cher, je t'écoutais religieusement. Merci mon cher Greg pour toutes Tu m'écoutais en t'endormant, ça fait toujours plaisir. Non, pas du tout.
Non, j'écoutais attentivement. Je t'écoutais. Merci à tous Netflix, d'avoir regardé chaud, cette vidéo. cool. Merci aux tipeurs qui nous aident beaucoup. Et puis n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Disney+. On continuera notre tour d'horizon des plateformes. Donc là, c'était la 3e. Il nous reste Netflix, il reste OCS, il reste... on pourra faire même celle d'anime, Crunchyroll par exemple. On pourra faire, j'en ai oublié, mais enfin, je vais pas faire la liste de tout. Non plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, et puis à nous soutenir si vous avez envie. Le petit pouce vers le haut, le commentaire. À très bientôt, ciao!